vous, chers internautes et éditeurs de la 107.6 MHz. Bienvenue dans Mémoire du Peuple. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Patrick Kabamba. Je ne sais pas, aujourd'hui, on va essayer d'expérimenter ses côtés consultants en gestion, expert en gestion d'image et le e-réputation. On va essayer d'en savoir plus. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Marina. Merci. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va, et vous-même? Ouais, je me porte bien. Un plaisir de vous avoir encore chez nous à UWeb RDC. C'est le plaisir est partagé. Alors, on entre directement dans le vif du sujet. C'est quoi le e-réputation? On entend souvent parler de ça, mais la plupart des gens ne comprennent pas. En fait, on parle de réputation. Déjà, vous voyez, il y a deux mots, il y a réputation et i. Dans le i, ça vous renvoie directement à la sphère Internet. Alors déjà, la réputation, c'est simplement l'opinion favorable ou défavorable que peut avoir vos consommateurs ou votre cible. Alors, en termes d'e-réputation, pour être plus simple, l'e-réputation, c'est votre réputation en ligne. Ok, d'accord. Alors, elle a certains paramètres qui ne sont pas le même avec les paramètres normaux de la réputation, comme ça sur un terme ou sur un terrain social. Par exemple, en termes de viralité, en termes de rapidité de la transmission de l'information. Donc, c'est simplement d'une manière assez simple, c'est votre réputation en ligne. C'est que les gens disent de vous en ligne, l'opinion que les internautes ou les consommateurs en ligne ont de votre marque ou de ce que vous faites. Alors, il y a une différence entre le e-réputation et le personal branding? Bien sûr. Quand on parle de personal branding, là, on parle de branding, déjà, ça veut dire image de marque. Ok. Alors, dans le personal branding, c'est plutôt vous, votre image de marque personnelle. Okay. Et il y a une différence parce que vous pouvez avoir une très bonne image de marque. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, d'institutions qui ont une image de marque qui est focalisée peut-être vers votre identité visuelle, tout ce que vous avez comme identité graphique, mais votre réputation est mauvaise et négative. Donc, vous pouvez avoir une bonne image de marque, un bon branding, donc un bon logo, la palette de couleurs, vos visuels, tout est bon. Mais par contre, votre réputation est mauvaise simplement à cause d'une mauvaise communication. Donc, il faut faire cette différence-là entre personal branding et e-réputation. Donc, si je comprends bien, le e-réputation, c'est toi. Tu te vends en tant que marque. C'est ta réputation à toi que tu veux laver ou bien préserver dans le bon. Mais le personal branding, c'est ta marque, en fait, le produit que tu vends. Non. Pas nécessairement. L'e-réputation, en fait, c'est l'opinion qu'a le consommateur. D'accord. C'est une opinion qui peut être favorable ou défavorable. Par contre, le personal branding, c'est l'image que vous créez, c'est la perception que vos consommateurs doivent avoir de vous. En parlant d'image de marque, il faudra que je signale peut-être 3 points pour que j'arrive à te faire comprendre cela. Il y a ce qu'on appelle, dans l'image de marque, il y a ce qu'on appelle l'image réelle. L'image réelle, en fait, elle tire sa source de votre identité visuelle, donc de tout ce que vous avez comme élément graphique. Je viens de parler du logo, je viens de parler de la palette de couleurs ou bien de votre manière de communiquer, votre charte graphique. Tout ça, c'est dans votre identité visuelle. Et ça, c'est l'image réelle qui fait votre entreprise. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'image voulue. L'image voulue, l'image réelle, c'est ce que vous connaissez. Mais l'image voulue, c'est ce que vous devrez créer, construire pour avoir un positionnement dans la mentalité ou dans la tête de ceux qui vous suivent, de vos consommateurs. Donc, l'image voulue vient de l'image réelle. Qu'est-ce que vous voulez que le consommateur retienne de vous? Et il y a maintenant ce qu'on appelle l'image perçue. Ça, c'est vraiment en termes, j'ai comme l'impression que je donne un cours. Il y a ce qu'on appelle l'image perçue. Et l'image perçue, elle ne dépend pas de vous. C'est ce que les consommateurs se font de vous par rapport, peut-être il y a certains éléments, votre nom, vos couleurs, tout ce qu'il y a par rapport à votre identité visuelle, mais c'est l'image ou c'est que les gens perçoivent de vous. Et maintenant, en travaillant sur votre personal branding ou sur votre branding ou sur votre image de marque, il faudra que dans votre communication, vous arrivez à faire, à diminuer l'écart qu'il y a entre l'image voulue
et l'image perçue. Parce que ce que les gens perçoivent de vous n'est toujours pas ce que vous voulez que les gens perçoivent de vous. Donc, il faudra maintenant, c'est dans ces sens que on travaille en termes de branding. Je réponds déjà à votre question. C'est vraiment ce travail de communication qu'il faut faire pour arriver à limiter ou à réduire l'écart qu'il y a entre l'image que vous voulez que les gens aient de vous et l'image que les gens perçoivent de vous. Alors, il y a deux fois, on peut c'est le faire soi-même. Et si on comprend un peu ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut comme image que les autres aient de nous, l'image que les autres aient de nous. Mais pourquoi avoir besoin de recourir à vos services en tant qu'expert en gestion d'image? Parce que il faut dire que quand même, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment l'importance de recourir à un expert d'image, en gestion d'image. Oui, oui. Ok, déjà avec ce que je viens de dire, avec l'explication que je viens de donner sur l'image perçue et l'image, vous ne vendrez pas si quelqu'un a une mauvaise image de vous. Ok. Vous ne vendrez pas ou vous ne gagnerez pas en termes de vente si quelqu'un a une très mauvaise image de vous. Je m'explique. Vous pouvez bien communiquer sur votre produit, mais si votre service client, par exemple, est médiocre, les gens n'achèteront pas. Ok. Parce que si votre produit a un problème et que les gens ne savent pas comment revenir vers vous, exposer leurs plaintes et avoir une suite par rapport à leurs plaintes, quelque part, c'est votre image qui est détruite. Okay. C'est pourquoi je disais, vous pouvez avoir une très bonne image de marque parce que vous êtes une grande marque, vous avez des bons visuels, un bon logo, il y a quand même une communication derrière cela. Mais si en termes d'image, de la qualité d'image et de la relation qu'il y a entre votre client, il y a quelque chose qui bloque, quelque part, vous serez limité. Et aujourd'hui, avec la sphère Internet, l'image compte tellement. Okay. Parce que tout dépend de ce que vous présentez. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui présente bien son produit, même si son produit n'est pas quand même un produit de qualité, mais simplement à cause d'une bonne présentation, il a quand même un peu plus d'atouts que vous qui avez un bon produit, mais sans une bonne présentation. Je donne un exemple simple. Si vous préparez... on est là peut-être avec vous, il y a peut-être une odeur d'une sauce qui est en train de se faire de l'autre côté et on s'est dit non, la personne qui prépare, c'est un bon repas. Okay. Mais quand on doit nous servir, on nous sert sur des assiettes sales. Même si j'ai envie de manger, je perds l'appétit. Donc, en termes de communication, l'image est tellement importante car c'est l'image qui vous fait accepter ou vous fait positionner dans le mental de vos consommateurs. C'est par rapport à ça, c'est par rapport à votre identité visuelle que les consommateurs peuvent retenir ou se rappeler de vous. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, même avec les couleurs, on joue avec les couleurs. Je cite peut-être de grandes multinationales. Aujourd'hui, si je mets juste une bouteille pendant qu'on fait une émission avec toi, et il y a juste une couleur rouge, même si je ne dis pas, mais la personne qui me suit peut imaginer déjà que c'est Coca-Cola. Okay. Vous voyez qu'il y a quand même un impact dans l'image. Donc l'image fait vraiment grandement partie de votre communication pour atteindre vos consommateurs et pour réellement vendre vos produits et vendre vos services. Mais en termes de marketing, aujourd'hui, on a quand même évolué. On n'est plus simplement dans la communication focalisée sur le produit. Okay. C'est une communication focalisée sur l'humain. C'est pourquoi l'image est tellement importante parce que l'humain tient à cela. L'humain tient à la présentation. Avant, dans le marketing, il y avait ce qu'on appelait le 4P, c'était des stratégies où tout était focalisé sur le produit. Mais on a évolué de 4P au 7P, au 10P. Aujourd'hui, même, on est dans le 4E. On évolue. C'est l'expérience consommateur maintenant qui est une partie essentielle même de votre communication dans le parcours d'achat de votre consommateur. Alors, c'est important de tenir sur l'image, sinon vous êtes vraiment obsolète. Mais est-ce que votre apport, votre aide en tant qu'expert en gestion d'image est indispensable pour une marque ou pour une personne? Bien sûr, je me suis longuement déjà étalé dans ça. Oui, en fait, oui, il y a aussi, quelqu'un peut se dire que je peux travailler juste seul, sans pour autant recourir au service d'un expert. Il y a aussi, ça fonctionne pour certains. Oui, c'est son choix, mais quelque part, tu seras bloqué. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un langage qu'on dit chez nous, quoi, on a tout tiqué la bateke. Donc, à chacun son boulot. D'accord. Tu ne peux pas tout faire seul. Que tu sois entrepreneur ou qui que tu sois. Moi, je ne connais pas tout.
Il y a un certain niveau, j'ai besoin d'un juriste, j'ai besoin d'un avocat pour m'accompagner sur certaines questions juridiques. Je ne peux pas, moi, me transformer en juriste. Je me focalise sur ce qui est de mon domaine. Et alors, si tu veux atteindre certains objectifs, si tu as une vision claire de ce que tu veux de ton business, alors tu sauras comment toi-même essayer d'agencer toutes ces forces et toutes ces connaissances pour arriver à te faire atteindre un certain niveau. Pour ceux qui ne veulent pas, aujourd'hui, nous, Congolais, on aime bien être assez traditionnel. On s'est dit, bon, je peux faire ça parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, tel a fait ça, on peut vendre un peu à la traditionnelle pour réussir. Mais si tu veux que tu deviennes une grande marque, si tu veux devenir réellement une entreprise florissante et de quitter le niveau informel pour arriver au niveau formel, de quitter d'une PME à grande entreprise, il y a ces paramètres que tu dois tenir en compte. Tu dois travailler sur ton image parce que c'est là détermine même ta communication. Alors, je ne connais pas une entreprise qui a évolué comme ça sans tenir compte d'une communication globale et en termes d'image de marque, parce que c'est important. Mais il y a un problème ici en République démocratique du Congo. C'est vrai que c'est très important pour avoir des bons résultats, travailler avec des professionnels qui s'y connaissent en la matière. Mais il y a une mentalité congolaise qui, on recourt on cherche toujours pas à avoir des professionnels autour de soi. On se dit, je vais pas avoir un monsieur qui fait 2-3 tâches à la fois et c'est pas nécessaire qu'il soit expert en ça et ça. L'essentiel est que Comment est-ce que vous faites face, alors que c'est votre métier, comment est-ce que vous faites face à cette mentalité congolaise ici qui, il faut dire que fait une sorte de contre-publicité de votre métier? Il est vrai, moi je me dis toujours une chose, les problèmes sont itinérants à la vie humaine. On ne peut pas dissocier le problème de la vie. Et même en tant que manager, on évolue avec des problèmes. Pour évoluer, il faut qu'il y ait de problèmes parce que c'est sur base de ça que nous tablons sur des stratégies, c'est sur base de ça que nous arrivons à déterminer des solutions. Il n'existe aucune solution sans problème. Et pour moi, le problème n'est pas une fatalité, mais c'est plutôt une opportunité. À chaque fois qu'un problème se présente devant moi, cela veut dire qu'il y a une opportunité qui se présente devant nous. Quoi qu'il en soit, la réalité est comme telle. Ici, chez nous, c'est notre culture, c'est comme ça que les gens évoluent. On ne va pas se plaindre. Moi, je n'aime pas trop me plaindre, mais j'aime plutôt comprendre et m'adapter face à la réalité qu'on a. C'est une réalité qu'on a face à nous, mais cela ne nous empêche pas d'évoluer parce que le monde évolue. Et à un certain moment, je donne un exemple, les réseaux sociaux, quand ils sont arrivés, les années 2000, 2004, Facebook, tout cela, c'était plus avec un apport, un côté assez ludique, c'était plus pour s'amuser. Mais après, avec l'avènement de la publicité dans les réseaux sociaux, les grandes entreprises se sont rendues compte qu'il fallait annexer maintenant dans leur communication globale les réseaux sociaux qui font maintenant partie intégrante même de la communication marketing des grandes entreprises. C'était lourd, avant c'était non, mon neveu peut le faire, il peut publier tout, mais aujourd'hui, ils ont besoin de community managers. Les grandes entreprises maintenant le font. Vous voyez qu'il y a déjà un changement, on évolue. Et je crois que par la suite, c'était juste des réseaux sociaux, mais aujourd'hui, ça devient un métier à part entière. Un community manager, gestionnaire de plateformes sociales, c'est maintenant tout un métier qui hier, c'était juste pour s'amuser. Vous voyez qu'on évolue. Et avec l'évolution, je crois que certaines choses changent, certaines cultures changent, ou certaines compréhensions aussi évoluent. Et je me dis, si pour aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de nouveau où les gens ne s'adaptent pas. Dans 5-10 ans, on sera quand même des précurseurs. Quand les gens viendront maintenant pour commencer à dire non, mais ces trucs, attends, c'est quand même quelque chose d'important. Là, nous, on aura au moins évolué. Alors pour moi, tout problème que je vois devant moi, c'est une opportunité. Et même ces gens qui se plaignent souvent, c'est parce qu'ils ne s'y connaissent pas ou on ne les a pas bien informés. C'est juste des gens avec qui il faut s'asseoir sur une table et commencer à mieux leur faire comprendre l'importance du branding ou de la communication marketing pour leur entreprise. Et je crois qu'à un certain niveau, quand c'est bien expliqué et c'est bien présenté, comme on parle d'image, je crois qu'il y a des gens qui peuvent quand même shifter et comprendre que j'ai besoin de ça. Souvent, c'est parce que les informations qu'on a ne sont pas des informations utiles. C'est juste quelqu'un qui te dit, bon,
ils ont aussi moi dessin moro et s'il y a ils ont aussi moi publicité moro et s'il et les gens veulent continuer comme ça. C'est pourquoi c'est important pour nous qui sommes dans ces domaines-là de savoir comment bien présenter ton offre et comment bien expliquer, bien défendre ton offre pour arriver à matcher avec la vision de la personne qui est en face de toi ou ton potentiel. Alors, la solution est que les gens, les Congolais soient avertis, soient formés, sensibilisés. Mais est-ce que sur ce point de sensibilisation, à faire comprendre que pour que quelque chose soit bon, pour qu'il y ait un bon résultat professionnel, il faut travailler avec les professionnels. Par rapport à cette mentalité, est-ce que les Congolais, ici en République démocratique Congo, la sensibilisation est bien faite en fait pour faire ancrer briser cette mentalité et faire ancrer l'importance d'avoir recours aux services d'un expert en gestion d'image? Je ne suis pas expert en statistiques pour vous dire si les sensibilisations sont faites ou pas, mais à mon niveau, je pense que des choses se font. Okay. Alors, je crois que pour moi, je réfléchis toujours en termes de marge de manœuvre. On ne peut pas influencer d'un coup toute une population, mais si on a la possibilité d'avoir une marge de manœuvre, ce que vous pouvez influencer, influencez-le. Okay. Ce que vous pouvez former, formez-le. C'est pourquoi, l'une des choses qui m'a poussé même à me lancer dans la formation, c'était juste par rapport à mes conférences, que le besoin s'est fait sentir par rapport aux conférences que je faisais et aussi en partenariat avec l'Institut français de Kinshasa qui nous avait quand même ouvert ses portes avec les Jeux du numérique où c'est vraiment un endroit où c'est ouvert pour parler du numérique et de tout ce qui est métier du numérique. Alors, c'est par rapport à ça aussi que ce besoin s'est fait voir en termes de formation. Alors, pour moi, je me dis, j'ai une marge de manœuvre. Ce que je peux influencer, c'est 2-3 personnes que vous pouvez influencer, que vous pouvez former. Ceux-là aussi ont une valeur ajoutée sur leur vie et ça peut y aller. Mais je pense que non seulement à mon niveau, mais je crois que je ne suis pas le seul. On est nombreux. J'en connais beaucoup, j'ai des amis qui sont aussi dans la formation, qui forment aussi des jeunes par rapport à cela. Il y a des ministères aujourd'hui aussi par rapport, qui sont dans le même domaine, dans le domaine du numérique. Je crois aussi qu'au niveau du ministère ou de certains services de l'État ou aussi de certaines entreprises privées, il y a aussi cette sensibilisation qui se fait. Mais le souci, c'est que ce n'est pas assez médiatisé, ce n'est pas assez vu, ou bien c'est juste peut-être sur certaines villes et c'est pas vraiment au niveau national. Moi, je préconiserais peut-être avoir tout un programme national en ces termes-là pour vraiment former des jeunes et peut-être un programme même qui sera annexé à notre système éducatif parce qu'aujourd'hui, on est assez obsolète avec notre système éducatif, en fait, il faut le dire. Alors, il faudra adapter aussi nos cours à ce que les enfants ou les étudiants, les élèves s'adaptent aussi aux nouveaux métiers du numérique, à la nouvelle réalité et non rester simplement avec un système éducatif qui est vraiment obsolète et qui n'a pas sa place vraiment dans le monde d'aujourd'hui. Ça, je le dis un peu. Vous venez de parler de formation. Comment ça se passe? Parce qu'il y a d'autres jeunes, d'autres personnes qui aimeraient bien avoir les opportunités. Comment se passe le message par Internet ou comment ça se passe pour que les gens participent à ces genres de formation? Par Internet, oui. Il y a aussi la possibilité avec la publicité digitale, mais aussi avec les moyens de bord, les moyens de bord en termes de vraiment sur un niveau social, des affiches, des contacts par-ci par-là. Mais c'est bien plus, de mon côté, c'est bien plus sur Internet. Mais la réalité est telle que chez nous, c'est assez difficile maintenant, parce que normalement, ces formations, c'est des formations réellement, des formations qui coûtent. Mais chez nous, c'est difficile de faire des formations qui coûtent. Donc, il faut vraiment adapter ces formations à la poche budgétaire de ta cible. Moi, par exemple, c'est plus focalisé vers le jeune. Alors, j'ai fait un effort à mon niveau de réduire le plus possible le coût pour donner accès à plusieurs. Et c'est comme ça que 2 fois même, nous faisons même des formations gratuites, des formations vraiment ouvertes avec certaines ONG, certains organismes, parce que le but pour moi n'est pas d'abord pécunier. Le but pour moi, c'est plutôt de former une jeunesse, de former des gens par rapport à la réalité actuelle. Si nous, on a été formés, pourquoi ne pas aussi donner?
Et c'est dans ce sens que je vais aussi d'un côté avec certains organismes aussi étatiques et aussi organismes même religieux, des églises, où on le fait quand même d'un côté gratuit pour quand même aussi donner notre apport. Mais sur l'autre côté, en termes de formation payante, c'est assez difficile ici chez nous. De faire une formation même à $100, c'est compliqué. La poche budgétaire, elle n'est pas assez élevée, alors que ces mêmes formations, vous allez en France, vous allez en Belgique, au Canada, tu ne le fais pas moins de 500 €. Mais la réalité est comme telle, il faut s'adapter, il faut savoir maintenant comment jouer sur cela pour arriver quand même à former, mais aussi toi-même à se retrouver avec quelque chose par rapport à toutes les dépenses que tu fais. Exactement. Ouais. Parce que tant que tu n'as pas un local pour toi, par exemple, tu dois louer la salle, tu dois louer tout ce qui est matériel, et les gens ne voient toujours pas cela. Et c'est par rapport à ça que tu peux te dire, bon, ma formation, je le mets à tel prix parce que c'est pas dans ma salle directement, c'est pas dans mes installations, c'est dans une salle que j'ai louée. Il y a tout ce qui est derrière. Et quand tu mets très haut, c'est difficile aussi d'avoir des gens. Parce que surtout pour les étudiants, c'est un peu compliqué. Okay. Alors que c'est vraiment, pour moi, c'est la vraie cible parce que c'est vraiment les professionnels de demain. Donc, c'est à eux qu'on doit donner ces formations par rapport aux nouveaux métiers du numérique afin que demain, dans le monde professionnel, on ait des gens qui sont aguerris par rapport à la réalité actuelle. Alors, vous ne travaillez pas seulement avec les entreprises, vous ne vous limitez pas seulement aux formations, mais aussi vous travaillez avec les personnes publiques. Alors, comment ça se passe, surtout en période électorale où on a déjà lancé des campagnes électorales? Comment est-ce que ça se passe, en fait? Juste avoir l'idée, comment est-ce que ça se passe quand vous êtes en charge de l'image d'un candidat ou d'une entreprise? Comment est-ce que ça se passe? C'est pas assez facile. C'est compliqué parce qu'il faudra arriver à satisfaire son client, arriver à la vision de son client. Mais la réalité, c'est que les hommes publics de chez nous ne sont pas assez mieux informés en termes du numérique. Okay. Donc, il y a vraiment ces combats en termes d'explication de la vision, lui faire voir qu'écoute, ce que tu fais là, ça peut te porter préjudice. Ce que tu dis là, ça arrive. Parce que dans la gestion de l'image, il n'y a pas que les visuels que vous faites, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Mais j'en parlais de l'irréputation, il y a tous ces opinions que les gens ont de vous. Parce que les gens, de fois, se disent, j'ai rencontré des hommes politiques comme ça, parce qu'il n'y a pas que des hommes politiques, même des hommes publics, des directeurs, des influenceurs, avec qui, quand même, en termes de communication, on peut œuvrer pour leur dire, voilà, par rapport à ta niche, par rapport à ta thématique, tu dois dire ça. Quand tu te présentes devant les gens, tu dois dire ça. Dans telle réunion, tu ne peux pas dire ça. Tu dois dire ceci, tu dois te tenir comme ça. Mais les gens ne comprennent toujours pas ça. Les gens pensent que c'est nul. Mais vous voyez, un petit acte peut devenir tellement viral sur le net. Alors que à l'époque, socialement, comme ça, c'est peut-être une gaffe qui s'est passée, je ne sais pas moi, à Kisenso, mais ici, on ne connaît pas. Mais là, il suffit juste que quelqu'un filme et pouf, c'est parti. Oui. C'est juste une sortie où tu n'avais pas maîtrisé et il faut arriver maintenant à convaincre le client pour le faire comprendre qu'au fait, cette sortie n'est pas bonne pour toi. Ce que tu veux faire, ça ne t'aidera pas. Et souvent, on s'est dit, bon, mon nom est connu, je m'en fous. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'au niveau des réseaux sociaux, des plateformes sociales, si tu n'as que des commentaires négatifs, on ne parle que négativement de toi, ça détruit ton image. Et quelque part, peut-être ici chez nous, parce qu'on a un système politique assez fermé aussi, peut-être les gens se disent, même si j'ai fait un scandale, bon, je sais que comme j'ai fait des alliances par-ci, par-là, je veux revenir demain. Mais malgré ça, quelque part, c'est qu'on oublie, tu es un père. Tu as une femme, tu as une famille. Les archives. Oui, toi tu peux faire une gaffe et tu restes dans le gouvernement, mais tes enfants qui vont à l'école, comment les gens les voient, comment les gens parlent d'eux. Et aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas oublier, tout ce qui est fait sur Internet est enregistré. C'est ça. Tout ce qu'on fait sur Internet, même notre comportement sur Internet, les contenus que nous regardons sur Internet est enregistré. Et même dans les plateformes sociales, les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'algorithme. Il enregistre tout ce que nous faisons. Et c'est par rapport à ça même qu'il sait nous proposer les genres de contenus à suivre, parce qu'il remarque, par exemple, que si je ne suis que de contenus qui ont trait à la mode, eh ben,
Par la suite, chaque fois que tu vas scroller sur Instagram, TikTok, tu auras les mêmes propositions par rapport à ces thématiques-là. Alors, bien que tu te dis, je suis connu, moi, mais bon, tu as une famille qui doit être saisie maintenant de la mauvaise réputation qui se passe sur toi. Et c'est comme ça qu'il y a des enfants qui sont peut-être harcelés sur Internet. Il y a ce qu'on appelle le cyberharcèlement à cause de son père, par exemple, qui est dans la politique ou qui est un DG quelque part ou qui est dans la musique, mais simplement parce qu'il a fait un mauvais acte qui a été tellement répercuté sur les réseaux sociaux. Peut-être une mauvaise communication, tout simplement. Et ce qu'on oublie aujourd'hui, même nous qui sommes sur les réseaux sociaux, qui commentons sur les réseaux sociaux, l'algorithme, en fait, nous-mêmes nous donnons de la viralité à certains contenus. C'est peut-être un contenu qui parle des bêtises, mais le fait que vous tous vous venez commenter, pour l'algorithme, c'est la preuve que ces contenus a quand même de l'engagement. C'est même ça le problème, en fait. J'y arrive. Il y a une question là par rapport à quand vous travaillez avec les hommes publics, par exemple les politiciens, où vous devrez à tout prix vendre une bonne image de cette personne, mais il faut aussi comprendre la mentalité, en fait. La mentalité, peut-être que sa thématique à lui n'est pas seulement d'avoir une bonne image, mais peut-être d'être le préféré par rapport à une que nous on peut dire mauvaise image, mais qui le rend populaire en fait. Et un problème avec ces côtés où on est en train d'accepter de rendre populaire ce qui est anti-valeur peut-être. Alors comment est-ce que vous gérez ces genres de cas en tant qu'expert en gestion d'image? Ça relève du domaine plutôt psychiatrique, plutôt psychologique. Ce n'est pas directement en termes d'expert en image, c'est plutôt là on est en train vraiment de parler en termes de société, en termes de mutation dans le comportement de l'humain. Et ça, ce n'est pas seulement un problème au niveau de nous au Congo. Les antivaleurs aujourd'hui ne sont pas que congolaises. Parce que les antivaleurs, même les réseaux sociaux que nous utilisons, je veux toucher quand même, permettez que je touche quand même cela. L'homosexualité, par exemple, ça ne fait pas partie de nos cultures. Oui. Mais c'est les médias qui qui a apporté cette tendance ici chez nous. Qui influence, oui. Ouais, c'est une tendance qui n'a rien à voir avec nos cultures, mais qui commence à influencer. Et les antivaleurs s'installent comme ça par rapport aux médias. Parce qu'au niveau de la pensée, au niveau de notre intellect, nous nourrissons nos pensées de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Alors si, à répétition, tu ne vois que la même chose, tu normalises cela. Et les Occidentaux, le monde occidental vient avec une influence, ce qu'on appelle aujourd'hui du néocolonialisme, une influence au niveau de la pensée. Vous influencez, vous normalisez certaines choses pour que vous les acceptez. Alors les antivaleurs ne sont pas que congolaises. Et là, il y a un souci. Les gens qui pensent qu'il faut des antivaleurs pour avoir du succès, c'est bien beau. Mais bon, après, on n'oublie jamais. C'est comme je dis, tout va toujours avoir des répercussions. Tu as une génération future qui viendra. Par exemple, pour tout ce qu'on fait comme des nudes, tout cela, tu arriveras dans un poste assez élevé. Mais c'est que tu as fait hier, etc. Vous allez dans des grandes sociétés, un peu comme à Londres. Moi, je suivis une fois, il y a un monsieur qui avait vraiment une bonne lignée pour arriver vraiment dans des postes assez élevés. Mais on est venu revoir dans son passé tout ce qu'il avait fait. À l'école, il avait engrossé une fille et sa mauvaise vie. Au niveau du parti, on a dit non, tu n'es pas un bon élément pour nous. Est-ce que vous pensez que la RDC un jour arrivera à ces niveaux où on doit commencer à revoir les actes passés? Comment est-ce que tu as vécu, comment est-ce que tu as évolué pour avoir accès à des postes clés dans des institutions publiques, dans des grandes entreprises? Parce qu'aujourd'hui, on a comme impression que ça ne dit rien, absolument rien à la population ni au cadre. Bien sûr qu'on est à son niveau. Pour ton info, je t'informe que nous avons encore nos valeurs, nous avons encore nos cultures par rapport aux Européens. Mais la réalité, c'est ce que les Européens veulent nous faire croire, que nous n'avons plus de valeurs, que nous sommes comme eux. Alors que nous avons encore nos valeurs. Ce que tu dis, ça se fait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on médiatise plus le négatif que le positif. Et c'est pas parce qu'on médiatise le négatif qu'il n'existe pas de positif. Parce que le négatif ou bien le faux naît du vrai. Il n'existe pas un faux billet de $52.
Mais il devrait exister un faux billet de $50 parce qu'il existe un vrai billet de $50. Alors, il ne faut pas qu'on se fiche sur le fait qu'on médiatise trop les choses négatives, qu'il n'existe pas de choses positives. Il y a aussi de bonnes personnes, il y a aussi nos valeurs. Nous avons encore nos valeurs et je le crois. Je crois qu'à un certain niveau, sur certains niveaux assez stratégiques, je crois que l'équité doit primer. Et je crois que ça existe aussi chez nous. Il ne faut pas penser que tout est mauvais chez nous. Non, ça c'est faux. Je ne suis pas d'accord. Alors, une dernière question pour finir cette émission. En tant qu'expert en gestion d'image, l'ère numérique aujourd'hui, on peut dire que c'est ça qui dirige le monde. Est-ce que la RDC suit les rythmes? Est-ce que la RDC est à la hauteur de l'évolution numérique aujourd'hui? Oui et non. Parce que on s'adapte, mais en réalité, il y a quand même certains petits paramètres à revoir parce qu'en termes institutionnels, en termes d'infrastructure aussi, parce qu'il y a quand même la cassure numérique, parce que peut-être ici à Kinshasa, nous sommes peut-être connectés, mais même comme nous sommes connectés, il y a une certaine régulation à faire, même par rapport à tous ces providers Internet, parce que quelque part, même les réseaux des télécoms, il y a quelque part aussi de la triche, ça il faut qu'on se le dise. Et aussi en termes de loi chez nous, il faut aussi que le régulateur se lève pour commencer vraiment à frapper ou commencer réellement à suivre logiquement ce qui doit se faire. Parce que deux fois, c'est juste assez de communication assez démagogique où on nous fait croire que voilà la fibre optique, voilà ceci. Mais en réalité, il y a encore beaucoup de paramètres qui nous manquent, qui fait que c'est difficile d'arriver vraiment à la hauteur internationale parce qu'il y a certains paramètres que nous négligeons. Alors, il faudra réellement, en termes de loi, revoir cela et y travailler aussi en termes d'infrastructure et en termes de volonté politique. C'est qui nous manque. Parce que il peut y avoir un bon projet, mais moi je suis de mon côté, je dis non, et les gâtés, n'a fâché n'a pas la liété. Il y a des partenaires qui peuvent venir, mais le circuit est organisé comment? Un bon partenaire peut venir, mais on lui dit que tu dois d'abord donner un pourcentage ici, un pourcentage là-bas. Et comment elle va évoluer? Comment le pays va évoluer? Parce que si tout ce que nous votons vont d'abord pour leur propre ventre. Alors, il y a un souci. Et c'est tous ces systèmes-là qui fait que certaines choses bloquent parce que même quand il y a des grands projets qui viennent, il faut que tel mange, il faut que l'autre mange, il faut que l'autre pour son ventre. Et ça n'évolue pas. Donc, je pense qu'en termes d'infrastructure, en termes de loi et aussi en termes de volonté politique, et on peut essayer quand même d'améliorer et aussi vraiment libéraliser la chose afin que toute la population ait accès à Internet, et je crois qu'on pourra petit à petit évoluer pour être aussi concurrentiel au niveau international. Alors on va dire que l'ère numérique, la RDC a encore un défi à relever. Oui, la RDC a un gros défi à relever comme tous les pays aussi. On évolue toujours avec des défis. En tout cas, on espère que dans peu de temps, on pourra se dire qu'on est à la hauteur de suivre les rythmes parce que ça ne nous attend pas, ça évolue. Non, ne pas suivre le rythme, rester soi. Moi, je ne pense pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit décider quel est le rythme d'un pays à suivre. C'est vrai qu'il y a quand même la logique internationale, comment les choses fonctionnent avec les échanges internationaux, mais je crois qu'on doit rester nous. On n'a pas un pays qu'on doit copier, on n'a pas un pays qu'on doit suivre. On doit s'adapter à nous, et je pense même que c'est là où je parlais du système éducatif. On ne peut pas, parce que suivre, on doit suivre qui ? On ne va pas suivre la France. La France n'est pas la RDC, elle n'a pas la même réalité que nous. On ne va pas suivre les États-Unis. Donc, restons nous, mais en s'adaptant et en s'ouvrant au monde pour évoluer. Mais copier les autres, non. Et je pense qu'avec nos propres réalités, nos propres richesses, on peut faire mieux que tout le monde. Alors, merci, c'était un plaisir, Monsieur Patrick Kabamba. Je rappelle que vous êtes comme ça consultant et expert en gestion d'image et en e-réputation. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Au revoir, à la prochaine avec le même plaisir.